Bonsoir, nouvelle édition spéciale, information et actualité oblige. La Belgique vient de modifier son code consulaire en y inscrivant l'ouverture de l'assistance consulaire aux binationaux. Nous recevons ce soir Malik Ben Achour, député fédéral PS. C'est Malik Ben Achour, bonsoir. Bonsoir. Vous avez été l'un des promoteurs de cet amendement. Pourquoi d'abord les Belges n'étaient pas sur le même pied d'égalité? Donc, en effet, jusqu'à l'adoption du texte que nous avons fait voter en commission mardi, euh, la Belgique vivait sous le régime du code consulaire qui obligeait, entre guillemets, qui contraignait, qui permettait aussi aux Belges de solliciter forcément, comme n'importe quel citoyen de n'importe quel pays, l'assistance consulaire des autorités diplomatiques de son propre pays. Bon. Et le code consulaire excluait de facto les binationaux. Et lors de la crise Covid et la fermeture des Des frontières frontières, décidée oui. notamment par le Maroc au mois de mars ou début avril, on s'est rendu compte des limites importantes de ce code consulaire. Et ces limites, c'était quoi? Ben, c'était un sentiment de discrimination, de double standard, de traitement différencié dans le chef de nos compatriotes de nationalité aussi marocaine, c'est-à-dire les binationaux belgo-marocains, qui coinçaient au Maroc, puisque l'espace aérien marocain a été fermé en quelques heures. Ils se sont retrouvés, entre guillemets, pris au piège sans savoir quand ils allaient pouvoir rentrer chez eux en Belgique. Ils ont naturellement sollicité le soutien, l'appui de l'ambassade, du consulat, etc. Et les premières réponses qui leur ont été apportées, ça a été de leur dire, nous sommes désolés, nous ne pouvons rien faire pour vous. Au Maroc, vous relevez de l'autorité du Royaume du Maroc. Et donc, nous ne pouvons pas intervenir pour vous aider et a fortiori pour vous rapatrier. Et donc, moi, j'ai été personnellement sollicité par des dizaines de personnes qui étaient vraiment dans la détresse et il y avait des situations familiales, professionnelles, de santé tout à fait dramatiques. Et je me suis saisi du dossier en même temps qu'un collègue parlementaire écologiste. Euh, et je me suis dit, mais c'est pas possible. Ce sentiment de discrimination-là, il est intolérable. On ne peut pas vivre avec ça sans contenter. Donc, il faut corriger les effets négatifs, ces effets négatifs du code consulaire. Et donc, j'ai interrogé à plusieurs reprises le ministre des Affaires étrangères de l'époque pour essayer de faire bouger les lignes. Et puis, nous avons décidé de déposer un texte visant la modification de ce code consulaire. Alors, le texte est passé en commission. Il a fait l'objet d'une série d'auditions par des experts du sujet, par l'administration fédérale, etc., etc. Et puis, nous avons en effet proposé de modifier l'article 75 et l'article 79 du Code de manière à ce que, dorénavant, tous les binationaux auront la possibilité de solliciter l'appui, le soutien des services diplomatiques de la Belgique, donc du consulat, de l'ambassade, en cas de situation difficile, de détresse. Voilà. Donc, dorénavant, les services diplomatiques de la Belgique ne pourront plus dire aux binationaux qui le sollicitent, désolé, on ne peut rien faire pour vous. Et ça, c'est une vraie avancée en termes d'égalité dans l'accès aux droits. Merci. Donc, nous saluons aussi quelques efforts par-ci, par-là qui ont été menés dans ce sens aussi, parallèlement à ce que vous avez fait. Notamment, c'est notre ami Mohsen Moudin qui, depuis Bruxelles, a beaucoup milité également dans ce sens en harcelant le ministre de tutelle à l'époque. Alors, quels sont les cas de soutien consulaire? Par exemple, quelqu'un qui est en prison au Maroc ou ailleurs, est-ce que il a droit à ce soutien consulaire et en quoi consiste un soutien consulaire, par exemple, pour une personne qui est en prison? Bon. Euh, donc, le principe de non-discrimination que je viens d'expliquer, il est acté, il est acquis.
Bon, il y a deux autres grands principes dans le texte qui en réalité découlent du droit international. C'est le principe de souveraineté des États qui est préservé, ça c'est un principe fondamental du droit international, et c'est la consécration de l'obligation de moyens qui est faite à l'égard des services consulaires de la Belgique. Donc je m'explique sur les deux points et je vais essayer de rebondir sur l'exemple que vous avez cité. Euh, donc comme je l'ai dit, n'importe quel binational aura la possibilité de recourir au service à l'assistance consulaire. Bon. Alors, le consulat est soumis non pas à une obligation de résultat, mais à une obligation de moyens. Donc ça veut dire qu'il doit mobiliser les moyens suffisants que pour essayer de faire le maximum pour répondre à la sollicitation du concitoyen. Bon. Il y a évidemment un principe fondamental qui est maintenu, et de toute façon on n'avait pas le pouvoir de faire autrement, c'est la souveraineté de l'État. Et donc, en l'occurrence, l'exemple que vous citez d'un binational, d'un belgo-marocain qui serait incarcéré au Maroc, il sollicite le consulat, il sollicite l'ambassade, eh bien, l'ambassade doit passer forcément par l'approbation préalable de l'autorité marocaine qui est responsable forcément de ces prisonniers pour intervenir auprès de celui-ci. Et c'est important de préserver ce principe-là parce que retournez-le dans l'autre sens et ça pourrait poser des problèmes importants à l'égard du respect de la souveraineté de l'État belge, par exemple. Imaginons un citoyen, alors pas belgo-marocain, mais maroco-belge, hein, ou turco-belge, ou je ne sais pas moi, américain et belge. Bon, cette personne est incarcérée en Belgique. Si ce principe de souveraineté de l'État n'est pas respecté, ça veut dire que demain, n'importe quel pays du monde, le Maroc, la Turquie, les États-Unis, la Suède, n'importe quel pays pourrait venir s'ingérer dans les affaires de la Belgique sans passer par elle. Et ça, évidemment, c'est une infraction au principe de souveraineté qui n'est pas souhaitable. Alors c'est ça, où commence le soutien, où est-ce qu'il s'arrête et où est-ce qu'il y a ingérence? Bien sûr, mais en fait, encore une fois, le principe, il faut bien comprendre la portée du principe obligation de moyens et pas obligation de résultat. On ne peut pas imposer au service consulaire belge l'obligation de réussir à résoudre le problème, parce que le problème peut être insoluble ou va peut-être buter sur justement le choix, la décision du deuxième pays. Et donc forcément, c'est là qu'intervient la notion aussi de relations diplomatiques. Hein. Il faut que ça passe par un bon dialogue entre les deux pays dont relève l'individu en question. Bien. Autre question, alors, ce n'est pas les seuls secteurs où les binationaux souffrent un peu de discrimination. Il y a aussi l'embauche, il y a aussi le logement, il y a d'autres secteurs. Alors là aussi, quelles sont les actions que mène et que compte mener le PS dans ce sens pour combattre un peu cette discrimination? Et j'ai lu un peu votre parcours, vous aussi, pour trouver du travail. Vous avez dû batailler pendant au moins un an. Pendant 14 mois même. Alors, J'ai la à chance deux d'avoir mois 3 près. diplômes universitaires, dont un à Paris 4, à la Sorbonne, où j'étais même premier de ma promotion, mais il m'a quand même fallu 14 mois pour trouver mon premier boulot. Voilà, je m'appelle Benachour, j'en suis fier. Mais voilà, du coup, ça a pris un peu de temps. Je ne sais pas si c'était la seule raison. Peut-être que je m'y prenais mal, j'en sais rien. Mais toujours est-il que ce sentiment de discrimination qu'on peut ressentir parfois est insupportable. Et c'est une réalité qui est incontestable. Aujourd'hui, on ne peut pas contester, c'est d'ailleurs, je veux dire, prouvé scientifiquement par toute une série de recherches, la discrimination est un fait incontestable.
Et il faut mobiliser tous les moyens, alors dans les régions comme au fédéral, comme au niveau de l'État belge, pour combattre cette discrimination. Elle est multiforme. Elle est multiforme et elle touche d'abord toute une série de caractéristiques que peuvent porter les individus et toute une série de secteurs. Vous avez cité le logement, vous avez cité l'emploi. L'embauche, oui. Ce sont évidemment les deux grands secteurs auxquels on pense parce qu'ils sont essentiels pour un individu qui souhaite construire sa vie et mener sa vie comme il le souhaite. Elle touche évidemment les personnes étrangères ou d'origine étrangère. Elle touche les gens en fonction de leur religion ou de leur religion présumée, de leurs croyances philosophiques, de leurs convictions philosophiques de manière générale. De leur âge aussi. De leur âge, absolument. D'ailleurs, je pense que je crois avoir lu récemment que c'était le premier facteur de discrimination à l'emploi, c'était l'âge. C'est les gens de plus de 55 ans qui connaissent le plus de difficultés à retrouver ou à trouver un emploi. Et donc, il faut en effet mener des actions structurelles pour combattre la discrimination. Alors, il y a deux grands volets. Il y a comment est-ce qu'on efface ce mécanisme discriminant dans les relations entre le bailleur et le locataire, entre l'employeur et l'employé, etc., etc. Et puis, il y a la réponse répressive. Et là, évidemment, il y a le rôle très important que joue UNIA, Centre pour l'égalité des chances, selon son ancienne dénomination, qui permet justement de recevoir les signalements pour discrimination et de les traiter, alors soit en justice, c'est la minorité des cas, soit dans le dialogue et la conciliation avec les personnes incriminées, voilà, ou suspectées de discrimination. Voilà. Oui, mais il y a aussi le volet politique. Je dirais que s'il n'y a pas une volonté politique, la Oui, discrimination ne disparaîtra jamais. bien sûr, bien sûr. Donc, à la base de tout ça, évidemment, il faut une volonté politique. Et tout le monde le sait, c'est un. Derrière le combat, derrière la lutte contre les discriminations, il y a le combat pour l'égalité. Et ça, c'est profondément l'ADN d'un parti comme le mien. C'est le cœur de notre combat, l'égalité. Et donc, forcément, vous aurez toujours comme allié le Parti socialiste pour lutter contre les discriminations. Et je pense d'ailleurs qu'au niveau bruxellois, Actiris, avec Grégor Chapelle, son directeur général, fait un travail assez volontariste, assez ambitieux sur le sujet. Bien, alors une dernière question qui vous concerne personnellement. Vous avez fait couler pas mal d'encre récemment sur un espace commercial qui a été bradé, d'après vous dire. Alors, où en est ce combat, je dirais, de transparence, d'équité que vous menez et que mène le PS? Donc, en effet, c'est un dossier communal hein, qui a vu le jour dans ma ville à Verviers, où on vit une situation politique assez compliquée, une situation de crise très profonde depuis maintenant 6 mois, au départ plutôt de la volonté de la bourgmestre socialiste d'exclure un de nos camarades, président de CPS, pardon, Hassan Aïdine, sur base d'un conflit entre la ville et le CPS. Bon. Moi, j'ai mené la lutte pour d'abord préserver l'unité de mon parti, préserver l'intérêt des Verviétois et empêcher que mon camarade Hassan Aïdine, en l'occurrence, d'origine turque, lui, soit exclu. Bon. Le climat politique s'est dégradé pendant de nombreux mois. Et puis, en effet, au mois de décembre, est arrivé un dossier assez mal mené, mal instruit, mal monté, qui m'a posé de gros problèmes parce qu'à mes yeux, il révélait certaines pratiques problématiques en matière de transparence, en matière d'équité, en matière de bonne gouvernance. Et je l'ai dénoncé avec beaucoup de conviction parce qu'en effet, je trouvais que
le traitement de ce dossier était tout à fait injuste. Et pour être précis avec nos auditeurs, il s'agissait d'une surface commerciale de 265 mètres carrés en plein centre-ville, sur la place verte, pour ceux qui connaissent Verviers, c'est-à-dire vraiment, comme on dirait, rue Neuve à Bruxelles, À Bruxelles, oui. pour un montant totalement dérisoire qui revenait à moins de 2 euros du mètre carré. Enfin, tout ça était ridicule pour, en plus, permettre à un ami de l'échevin en charge et de la bourgmestre d'en bénéficier. Donc, voilà, j'ai soulevé un soupçon de copinage, mais au-delà de ce cas particulier, je veux dire, la dénonciation que j'ai faite de ce dossier souligne, et je veux qu'on le retienne comme ça, à quel point je considère que la gestion de la chose publique doit se faire maintenant dans des conditions de transparence, d'équité, de rigueur, de sérieux, parce que l'enjeu derrière tout ça, c'est la crédibilité du monde politique à l'égard des citoyens. Alors, en 15 secondes, parce que je sais que votre temps est compté, et je vous remercie d'avoir répondu rapidement à notre invitation. On reproche aux politiciens binationaux de ne faire que de la figuration. En 15 secondes, une réponse. Mais moi, je suis élu depuis 2006. Je suis belgo-tunisien. Je suis né d'une famille mixte. Mon père est arrivé en 1976 avec 500 francs français dans sa poche pour faire ses études d'ingénieur. Il est devenu ingénieur. En même temps, il travaillait dans une casse de voiture. Il travaillait dans les cuisines d'un hôtel. Il a fait plein de petits boulots. Il s'est battu en partant de rien. Ma mère, c'est la fille aînée d'une famille nombreuse de 6 enfants, famille ouvrière. Et on a grandi dans une cité sociale. Mais on s'est élevé par les études, qui restent quelque chose de très important à mes yeux. La connaissance et la liberté. Et dans mon parcours politique, j'ai toujours considéré que finalement, c'est la compétence, c'est l'énergie qu'on donne à la construction du bien commun qui doit compter, plus que les origines des gens. Je suis très fier de mes origines ouvrières et étrangères, mais ce que je veux apporter, c'est le bien-être pour mes concitoyens. Construire ma ville, construire le territoire sur lequel je vis, participer à la vie de mon pays. Et j'ai été élu en 2006, je suis devenu échevin en 2010. On est passé dans l'opposition pendant 3 ans, en 2012 et 2015. Je suis redevenu échevin et puis je suis maintenant député fédéral. Je pense que ma grand-mère… Ma question est, est-ce que vous avez votre mot à dire, par exemple, bien sûr, mais mon parcours en est la démonstration. Et j'allais dire, ma grand-mère, paix à son âme, qui repose en Tunisie et qui vient aussi d'une famille très populaire de Tunis, doit être fière maintenant de voir un de ses fils siéger au Parlement fédéral avec, en effet, son mot à dire en matière d'affaires étrangères, en matière d'énergie, de climat, en matière de finances, en matière de fiscalité, de budget. J'interviens sur de nombreux dossiers. Je considère jouer un rôle relativement important dans la manière dont ma ville, Verviers, évolue. En tout cas, je pense que ma voix compte un peu à Verviers. Donc, en effet, on n'est pas des presse-boutons, on ne fait pas de la figuration, on est là pour faire ce pourquoi les électeurs nous ont élus et on veut être à la hauteur de la confiance qu'ils nous ont donnée. C'est tout ce qu'on vous souhaite de notre part. Merci, Simalik Ben Achour, et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous.